Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La politique, ce n'est pas sale, deuxième émission. Aujourd'hui, on va parler de fake news. Et pour interagir, le plus facile, c'est d'aller dans le chat de Twitch, sachant que mon camarade Baptiste Chapuis n'est pas encore arrivé et que c'est lui qui a la tablette pour le chat. Donc il arrivera dans 10 minutes. On pourra prendre vos questions dans 10 minutes. Voilà, mais n'hésitez pas à les poser dès à présent pour qu'on puisse ensuite les voir et peut-être les poser à nos invités que je vais vous présenter. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Georges Paul-Angevin. Bonjour, vous êtes député PS de Paris, vous avez été ministre de la réussite éducative et ministre de l'Outre-mer et vous avez été orateur du groupe PS pour la loi anti-fake news. Tout à fait. Bienvenue. Merci. À sa gauche, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Gauvry, qui est chercheur en sciences cognitives à l'école pratique des hautes études de Paris. C'est bien ça. Bonjour. Ensuite, à ma droite, Sylvain Delouvet, qui est enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Rennes. Et alors, vous avez écrit tous les deux un livre, enfin, vous avez co-dirigé un livre qui s'appelle Des têtes bien faites, qui est publié aux éditions PUF, si je ne m'abuse, et qui est sorti en janvier 2019. Donc, il n'y a pas si longtemps, malheureusement, on ne l'a pas ici, mais il est à l'écran. Et enfin, nous avons le plaisir de recevoir Maëlys Lavaux-Malfroy, qui est étudiante en communication publique et politique, porte-parole de Nouvelle Donne et candidate aux élections européennes. Bienvenue à nouveau, puisque vous étiez là la semaine dernière. Bonjour et merci. Alors, pour commencer cette émission, on va d'abord définir ce que c'est qu'une fake news. On dit aussi infox, je crois que ça a été accepté par l'Académie française il y a quelques jours, c'est passé dans le dictionnaire. Mais alors, on discutait avant l'émission et vous aviez en fait, vous disiez qu'en fait, fake news, c'était pas seulement une fausse nouvelle, qu'il y avait peut-être plein de définitions de fake news. Oui, le mot fake news est extrêmement à la mode en ce moment, hein, tout le monde l'emploie, les médias, même les scientifiques, et parfois avec des sens ou des volontés assez différentes. De manière globale, si on voulait être un petit peu schématique, je dirais qu'une fake news, c'est une fausse nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle fallacieuse, erronée, mais volontairement, délibérément, avec l'objectif de manipuler l'opinion publique, des individus, avec voilà, un objectif précis. À partir de là, les fake news, elles peuvent se développer dans les moyens d'action. On peut utiliser des rumeurs, on peut utiliser ce qu'on appelle des rumeurs, ce qu'on appelle des théories du complot, des choses comme ça. Donc on va avoir une espèce d'univers qui va regrouper voilà, toutes ces fausses nouvelles-là. Mais alors du coup, il y a une envie délibérée de mentir ou de faire passer une fausse information. Mais par exemple, quand une théorie du complot, enfin quand des gens sont sincèrement persuadés que la Terre est plate, c'est plus une fake news, c'est vraiment une croyance. Je ne sais pas, c'est quoi une croyance pour vous? C'est à vous que je pose la question. Je vais vous retourner la question. Oui, il n'y a pas de volonté délibérée de nuire. Nous, on a beaucoup hésité autour de la définition des fake news. Et d'abord, au début, on disait fausse nouvelle. Et effectivement, on s'est rendu compte que ça peut être une fausse information qui n'est pas nouvelle. Donc déjà, on dit plutôt fausse information maintenant dans la loi. Et après, quand on a essayé d'aller plus loin, on s'est aperçu que c'était très difficile à définir. Parce que l'idée dans la fausse information est qu'elle est, comme vous dites, que c'est quelque chose de volontaire pour pouvoir tromper les gens. Or, on s'est aperçu que finalement, quand on veut poursuivre une fake news, c'est avec l'idée que c'est quelque chose de répétitif. À la limite, ça peut être les espèces de robots qui répandent comme ça de la fausse information d'une manière automatique. Et le paradoxe de cette loi, c'est qu'on a tourné autour durant plusieurs semaines et en définitive, on a renoncé à mettre dans la loi la définition de la fausse information. Parce que si on dit qu'une fausse information, c'est une information où il n'y a pas d'éléments pouvant être vérifiés, eh bien, c'est un peu court parce que c'est trop large. Il y a des tas d'allégations qu'on fait où on n'a pas un élément objectif qui peut être vérifié. Et si on dit sinon qu'il faut une preuve, etc., on n'est pas arrivé, enfin ils ne sont pas arrivés parce que c'est la majorité, ils ne sont pas arrivés à définir exactement qu'est-ce qu'on était en train de vouloir incriminer. Alors du coup, on reviendra sur la loi un petit peu après. Nicolas, vous, comment est-ce que vous définiriez la fake news ?
Ben, je ne sais pas non plus, mais j'ai l'impression quand même que l'idée de volonté de tromper, délibérée, est assez souvent derrière. Quand on dit un fox, intoxication, je pense que ça renvoie quand même à cette idée qu'il y a une volonté de tromper. Et alors, effectivement, ça peut être même de façon massive avec des robots maintenant. Et voilà, j'ai l'impression que si c'est une erreur, par exemple, ça ne s'appellerait pas une fake news. Une erreur de bonne foi, voilà, ça ne s'appellerait pas comme ça. Il y a toujours eu, finalement, dans notre société, il y a toujours eu, depuis la fin des débuts des temps, des rumeurs, des choses qui étaient fausses, qui circulaient plus ou moins. Ce qu'il y a aujourd'hui de particulier, c'est que grâce aux réseaux sociaux et à Internet, finalement, ces formations erronées, elles se répandent très très vite et avec un monde des gens considérables. Et c'est là qu'on se rend compte que parce que ça se diffuse très très vite, il faut arriver à réagir là aussi très vite. Parce qu'on n'a pas le temps de développer, de faire des articles savants qui peuvent détruire ou contredire cette fausse nouvelle. Il faut arriver, l'idée de la loi était de dire, il faut à un moment donné la stopper pour ne pas que ça continue à se développer, comme on dit maintenant, de manière virale. Je vais juste poser une question à Maëlys. Vous êtes étudiante en communication. Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez à l'école? Est-ce qu'il y a des cours sur justement les fake news, les rumeurs, les réseaux sociaux, comment ça se déploie? Alors oui, il y a des cours effectivement alors moi en communication politique parce que c'est quelque chose qui est très courant. C'est aussi pour tous ceux qui étudient dans le journalisme et dans l'information, la transmission d'informations, c'est quelque chose qui est obligatoire en fait dans le parcours des études parce qu'il faut apprendre à vérifier ses sources, il faut apprendre à comment est-ce qu'on donne aussi aux gens la possibilité de vérifier les sources et de se rendre compte que c'est peut-être pas une information complètement véridique. Il y a aussi des cours sur les rumeurs, comment est-ce qu'on essaie d'entrevoir que c'est peut-être une rumeur, que peut-être la vérité n'est pas établie complètement sur ce fait-là. Et il y a aussi un petit peu des études sur le processus de propagation d'une fausse nouvelle, d'une rumeur, sur maintenant comment les réseaux sociaux ont effectivement accentué cet effet, même si c'est un phénomène qui est bien plus ancien que les réseaux sociaux, c'est pas apparu avec les réseaux sociaux. Et aussi, en politique, quel est l'intérêt d'utiliser des fausses rumeurs? Pourquoi est-ce que ça marche? Parce qu'il faut le dire souvent, ça marche, les fausses rumeurs. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un utilise délibérément quelque chose qui est faux, pourquoi est-ce que ça ne lui retombe pas vraiment dessus? Et pourquoi est-ce que beaucoup s'en tirent plutôt bien quand ils partagent ce genre d'informations? Et l'intérêt d'une loi. Voilà. Et il y a une conscientisation quand même, il y a une volonté au niveau des études, en tout cas supérieures pour l'instant, peut-être que ça pourrait être intéressant aussi au niveau de l'éducation, au lycée, voire au collège, sur ces informations-là, parce que ce sont eux qui demain vont être les citoyens et qui devront analyser ces informations-là. Mais effectivement, il y a une conscientisation que c'est un réel problème et qu'il faut maintenant le traiter comme un problème sociétal. Sylvain, vous aviez quelque chose à dire? Oui, non, là juste pour rebondir effectivement sur le rôle de l'école, on a instauré maintenant ce qu'on appelle les EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Et voilà, dès les plus petites classes, à l'école primaire, puis au collège, puis au lycée, il y a cette vraie prise en compte du rôle des sources, par exemple, de ce que l'on diffuse, des montages auxquels on peut être confronté. Donc je pense que c'est vraiment une question qui est prise à bras-le-corps par tout le monde. C'est obligatoire ça dans les programmes ou c'est en fonction des enseignants? Non, c'est obligatoire, hein, c'est dans les enseignements fondamentaux maintenant, et ensuite ça va être décliné dans des cours d'histoire, dans des cours de français, dans des cours, ça peut être décliné de différentes manières. D'accord. Alors, Madame Paul-Langevin, qu'est-ce qu'elle dit exactement cette loi? Alors justement, d'abord, la loi a été faite pour une raison précise, c'est dans les élections. Parce que je ne sais pas pourquoi Emmanuel Macron, qui pourtant a gagné et qui, à mon avis, a été plutôt soutenu par les médias, a eu l'impression que son élection avait été compromise parce qu'un certain nombre de fausses informations avaient circulé sur lui. Comme et je pense notamment concernant sa vie privée, par exemple. Voilà. Et Emmanuel Macron a dû être très marri de cela et il a voulu qu'on puisse trouver la manière d'arrêter ces informations. Mais moi, je ne suis pas absolument persuadée que les ragots ou les fausses informations qui ont été publiées sur lui pendant la campagne lui ont tellement nui que cela. Et il a voulu faire cette loi assez vite pour que les fausses informations ne soient plus possibles pendant la campagne des européennes. Or, c'est assez curieux parce que durant cette campagne, par exemple, cette campagne, c'est surtout une campagne où on s'ennuie beaucoup, où il ne se passe pas grand-chose. Bon. Et en réalité, il a voulu que la loi soit faite assez rapidement pour être efficace
là, alors qu'il ne me semble pas que les élections européennes soient des types d'élections où c'est en disant du mal ou en racontant des ragots sur telle ou telle personne qu'on va arriver à compromettre l'élection. Là, aujourd'hui, on voit bien que nous sommes en pleine élection et en définitive, il n'y a personne qui dit du mal de telle ou telle liste ou autre chose de cette nature. Et par ailleurs, il craignait beaucoup les informations qui venaient de l'étranger. Et là, il n'y a pas de raison que, par exemple, les Russes fassent massivement des attaques avec des robots pour pouvoir nuire à la liste place publique ou autre chose. Donc, on a voté une loi de manière urgente avec des possibilités de faire des référés pour pouvoir contredire ces fausses informations. Et on s'aperçoit que ce type de préoccupation et ce type de solution n'est pas tellement efficace, particulièrement dans la période des élections où nous sommes. C'est pour ça que nous, on avait dit que, bien entendu, la question des fausses informations est réelle et qu'il faut pouvoir les contrecarrer, mais que pour nous, la période de la campagne électorale n'était pas forcément le moment où c'était le plus grave. Parce que quand vous avez des fausses informations qui circulent, par exemple, sur une jeune fille en disant que la terre entière lui est passée dessus, ou avec des photos suggestives, eh bien ça peut ruiner une réputation et par conséquent, ça peut avoir des conséquences graves sur la vie de cette jeune fille. Ouais, donc je pense qu'il faut le harcèlement, là. Voilà, il faut qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une loi qui englobe les fausses informations ou d'ailleurs les discours de haine, mais le fait de s'en tenir à la période de la campagne électorale ne me semble pas quelque chose où c'est particulièrement grave. Parce que je rappelle que ça vient de la campagne américaine, il me semble, les fake news. C'est Trump qui les avait beaucoup utilisés. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein, et que d'ailleurs le terme fake news vient de là. Et que donc ensuite, c'est arrivé en France, environ souvent. Il y a eu un réel souci avec certains. Bon, c'est un petit peu dur de savoir le faux du vrai là-dedans, c'est le cas de le dire. Mais en fait, il y aurait eu des publicités qui ont été achetées sur Facebook, puisque c'est légal aux États-Unis d'acheter de la publicité pour les campagnes électorales, ce qui n'est pas le cas en France, qui ne paraissaient pas être des publicités parce que ça paraissait être du contenu plutôt de divertissement, ce qu'on appelle l'entertainment, et qui expliquait, voilà, c'était l'exemple phare qu'on prend, c'était sais-tu qu'Hillary Clinton veut te retirer ton arme. Et du coup, en fait, souvent aussi, il y a ce phénomène où on s'arrête au titre, on s'arrête un petit peu au sensationnel, on ne va pas dans l'article, on ne va pas aller décortiquer ce qui est marqué. Et rien que de le voir passer dans le feed, il y a énormément de gens qui pensaient que Hillary Clinton voulait supprimer les armes aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas, c'est pas du tout exprimé dans cette, en tout cas pour la suppression totale des armes. Et certains disent que l'écart a été assez minime entre Donald Trump et Hillary Clinton et que ça a pu jouer et notamment faire basculer l'élection en faveur de Donald Trump. Alors, vous, je crois que vous êtes l'autrice d'un travail universitaire sur la rumeur en politique. C'est ça. Du coup, sur quels exemples précis vous êtes appuyé ? Mais on sait d'ailleurs, alors c'était plusieurs groupes qui ont présenté plusieurs cas, et il y a eu notamment le cas de Emmanuel Macron et la rumeur cette rumeur d'homosexualité dont il a été victime. Enfin victime, oui, si on peut dire, puisque c'est une rumeur pour certains c'est gravissime, pour d'autres c'est assez secondaire et s'en fiche. Mais effectivement, cette rumeur, en fait, le véritable travail s'appelle du bon usage de la rumeur en communication politique. Notamment, quand on est accusé d'une fausse rumeur, on peut s'en sortir, on n'est pas forcément une victime. On peut arriver à communiquer autour et à expliquer, par exemple, quand on a identifié la source de la rumeur, expliquer pourquoi est-ce que son adversaire a essayé de dire ça. On peut essayer d'en rire, on peut essayer de montrer que c'est notamment le cas de ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire de dire, mais non seulement c'est faux, et puis je m'en fiche, en fait. Enfin, je ne vais pas m'attarder sur cette histoire qui est fausse. C'était une réaction plutôt saine. Oui, voilà, qui était aussi pour dire ceux qui pensent que c'est un problème, c'est peut-être qu'il y a un problème que eux ont un problème avec l'homosexualité, et c'est un autre débat. Oui. Et il y a eu aussi, alors il y a des rumeurs des fois où on s'est imaginé, on a fait un petit travail on va dire fictif, où on devait défendre différents candidats et en disant si cette rumeur, on lançait une rumeur en disant celle-ci est vraie, la base est vraie, celle-ci est arrangée, c'est-à-dire qu'il y a une base de vrai et qu'on l'a tournée à sa faveur, et celle-ci est complètement fausse. C'est comment est-ce qu'on réagit en tant qu'hommes et femmes politiques face à une rumeur qui, alors malheureusement parfois est vraie, et bien souvent est fausse, ou en tout cas complètement erronée et complètement trafiquée pour aller dans le sens de l'argumentation de l'adversaire. Alors Sylvain, Nicolas, vous êtes scientifique.
Est-ce que je peux vous demander comment vous travaillez exactement sur ces sujets? Par exemple, Nicolas, vous êtes chercheur en sciences cognitives. Quelles sont exactement la nature de vos travaux? Comment vous travaillez? Sérieusement. Ce qui est déjà beaucoup. Ah oui, sérieusement. Là, on travaille, par exemple, pour donner un exemple, on travaille sur l'éducation à l'esprit critique. Et, parce que l'idée, voilà, c'est qu'en développant l'esprit critique, on va pouvoir réduire l'impact des infox, des rumeurs, entre autres. Oui, parce que si ça fonctionne, c'est parce que nous, j'englobe tout le monde, hein, en fait, on est porté à les croire. Oui, c'est ça. Alors surtout avec les réseaux sociaux, comment on accuse souvent Internet d'être responsable de plein de choses. Alors c'est un peu vrai au niveau quantitatif, en tout cas. Le fait qu'il y ait beaucoup d'informations qui défilent à toute vitesse, comme ça rend plus difficile de vraiment scruter l'information. On n'a pas le temps, et puis donc on a tendance à croire plein de choses, et notamment des rumeurs. Alors on se dit que l'esprit critique, ça doit être bien pour lutter contre ça. Et une réaction qui a été celle du ministère de l'Éducation nationale assez rapidement, c'est de dire qu'il faut développer l'esprit critique. Pour ça, on va faire un appel à projet, et puis les enseignants vont proposer des trucs qui vont développer l'esprit critique. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en avant des cours d'autodéfense intellectuelle, des ateliers philo pour les enfants, des choses comme ça. Voilà. Et puis nous, on est arrivés et on a dit, puisqu'on parle d'esprit critique, si on utilisait l'esprit critique pour étudier justement cette question de l'esprit critique. C'est de la méta et voilà, esprit parce que critique. c'est pas parce que les enseignants sont de bonne foi, de bonne volonté, que ce qu'ils font est forcément efficace. Et les enseignants eux-mêmes ne sont pas forcément formés à ça en plus. Pardon ? Les enseignants eux-mêmes ne sont pas forcément formés à ça. Ah oui, alors après, ça c'est la deuxième étape. D'abord, ils ont des idées. Et c'est sûr qu'ils peuvent avoir de très bonnes idées, parce qu'ils savent quand même beaucoup de choses sur les élèves, notamment quand il s'agit de régler un petit peu en fonction du niveau des élèves, ce qu'on peut leur dire et comment on peut leur dire. Ils sont très efficaces. Voilà. Donc probablement, les bonnes idées vont venir des enseignants. Mais ça ne suffit pas. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont des idées et qu'ils sont convaincus qu'elles sont bonnes, qu'elles sont vraiment bonnes. Et alors, quand il s'agit de lutter contre les rumeurs, il y a beaucoup de choses inefficaces et il y a des choses même contre-productives. Par exemple, une idée toute bête a été un jour de dire pour Internet, on va simplement faire du fact-checking et puis donc signaler que telle information a été vérifiée et qu'elle est vraie, que telle autre a été vérifiée et qu'elle est fausse. Voilà. Et ça a un effet secondaire assez négatif. C'est que du coup, les informations qui n'ont pas été vérifiées, ni vraies ni fausses, paraissent plus vraies aux internautes. Donc ça veut dire qu'en fait, le travail des journalistes, par exemple sur les décodeurs ou sur Check News, il a un côté obscur de la force. Voilà. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout vérifier. Et du coup, ce qui n'est pas vérifié, pour l'internaute, en fait, ce qui se dit, c'est, puisqu'il n'y a pas marqué que c'est faux, c'est que ça doit être vrai. Voilà. D'accord, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Il y a quand même, me semble-t-il, il y a quand même un gros effort qui est fait aujourd'hui par les journaux et par un certain nombre de sites, précisément pour essayer de traquer les fausses informations, avec les désintox, ce genre de choses, même dans les journaux. Et je crois que c'est quand même souvent assez utile. Oui, alors ce que trouvent les chercheurs, c'est que c'est utile pour les informations qu'eux ont effectivement vérifiées. Donc c'est utile de mettre que ça a été vérifié et que c'est faux quand c'est faux. Mais par contre, ça a un effet négatif sur d'autres informations qui n'ont pas encore eu le temps de vérifier. Et c'est difficile de tout vérifier, c'est un peu, voilà, à moins d'avoir une armada. Donc, si je reviens à la manière dont on travaille, nous, ce qu'on fait simplement, c'est on développe, et on est au tout début d'une recherche avec Sylvain, on est en train de développer déjà une bonne mesure d'esprit critique. Donc, on réfléchit à exactement ce qu'on veut mesurer avec l'esprit critique. Et quand on aura cette mesure d'esprit critique, une sorte de test qu'on pourra faire passer aux élèves, on pourra leur faire passer avant et après une année de cours d'esprit critique pour voir, parmi toutes les méthodes qui sont proposées par les enseignants, lesquelles sont les plus efficaces, s'il y en a qui sont contre-productives éventuellement, si elles sont efficaces tout court, mais probablement il y en a plusieurs d'efficaces et on va pouvoir, comme ça, on espère, trouver ce qu'il y a de plus efficace. Quand on travaille sur les croyances collectives, souvent ce qu'on nous demande, c'est de donner la solution. Alors dites-nous comment lutter contre les rumeurs, comment supprimer les théories du complot, comment arrêter les fake news. Et notre démarche de scientifique, elle ne permet pas de répondre directement à ça. Souvent, elle permet de dire dans un premier temps ce qu'il ne faut pas faire. Les éléments qui paraissent être des évidences, mais qui sont contre-productifs. Alors Nicolas en a cité un, moi je peux en citer un autre, c'est à propos des théories du complot, cette idée qu'il suffirait de présenter une théorie du complot et de montrer qu'elle est fausse. Et par exemple, ça s'est fait beaucoup dans des classes. On pense que l'homme n'a pas marché sur la Lune, alors on va expliquer que si, il a bien marché sur la Lune. Ça ne fonctionne pas.
d'expérience. Alors non pas. seulement ça ne fonctionne pas, mais à la rigueur, si ça ne fonctionnait pas, ça ne serait pas grave. C'est-à-dire que c'est du temps perdu, mais ça ne fonctionne pas. Mais c'est pire, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un effet de retour de flamme. Autrement dit, ça va renforcer la croyance de ceux qui pensent que l'homme n'a pas marché sur la Lune, en se disant que vous avez passé quand même beaucoup de temps à nous démontrer que c'est faux. Ça veut bien dire que c'est vrai. Donc ça va renforcer la croyance de ceux qui croyaient déjà. Ceux qui n'étaient pas au courant vont l'apprendre. Parce que regardez ce qui se passe là depuis le début de l'émission. On a quand même déjà cité, je ne sais pas depuis combien de temps on parle, mais on a déjà... 26 minutes. Donc en 26 minutes, on a quand même déjà diffusé un certain nombre de rumeurs et de fake news en le prenant comme exemple. Mais donc, certaines personnes qui nous écoutent, peut-être, ont appris des choses. Alors même si on a précisé que c'était faux, ils ont entendu l'élément. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat de Twitch, voilà, pour voir un petit peu ce que vous en pensez de tout ça. Et si vous pouvez nous apprendre d'autres fake news ou rumeurs que nous ne connaîtrions pas. Donc tout ça pour dire que cet effet-là, il est plus que négatif, hein, il est vraiment contre-productif, il peut entraîner un renforcement des croyances, certains peuvent l'apprendre. Donc voilà, nos études, donc on est effectivement sur des projets en collaboration, donc un sur l'esprit critique qui est coordonné par Nicolas, un sur la lutte contre les théories du complot que je coordonne, vise à essayer d'évaluer les démarches, à essayer d'évaluer les dispositifs et à essayer d'essayer déjà d'expliquer ce qui ne fonctionne pas avant de trouver vraiment ce qui fonctionne, parce que si on pouvait le trouver, on ne serait pas là et ce serait déjà réglé ces problèmes. Alors, fake news, aujourd'hui, il paraît que j'ai un co-animateur qui s'appelle Baptiste Chapuis. Depuis le début, on ne le voit pas, puisque la chaise à côté de moi, elle est vide, mais il existe. En vrai, bonjour Baptiste. Oh. Bienvenue. Désolé pour ce mais retard. Non, mais il n'y a pas de problème. J'étais dans le temple de la fake news, j'étais avec les GAFA, vous savez, à Porte de Versailles, à Paris. Il y a le salon Vivatech et donc j'étais à côté de, alors, je ne sais pas si c'est le temple des fake news, mais en tout cas j'étais à côté de Google, Amazon, Facebook. Alors les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Alors GAFAM. souvent, des fois, le M, certains ne le rajoutent pas. Voilà, c'est selon. Même le I des fois. On rajoute GAFAMI avec IBM, c'est ça. Ouais, avec IBM. les GAFAMI aussi, oui. Bientôt. Alors justement, sur notre sujet fake news, dans la loi, on a essayé de réglementer, d'essayer d'organiser un peu une procédure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui manque quand on veut essayer de contester ou de faire une procédure contre ces GAFAM, c'est que ça se passe aux États-Unis, on est baladé. Et donc, dans la loi a été intégré le fait qu'il y ait un interlocuteur référent valable pour la France. Je pense que ça, c'est le premier pas. Alors après, on a beaucoup discuté pour savoir si on pouvait ou pas faire un référé, parce qu'à l'allure à laquelle les fake news avancent, souvent le temps de faire le référé, ça a déjà fait 3 fois le tour de la planète, mais quand même, parce que sinon on ferait rien contre rien. Et là, le fait d'avoir un interlocuteur qu'on peut attraire devant le tribunal, à qui on peut envoyer une assignation référée, on a considéré en général que ça pouvait permettre de lutter contre l'impunité absolue dans laquelle fonctionnent aujourd'hui toutes ces grosses structures. Alors je sais qu'au niveau européen, on essaye plutôt de faire des espèces d'agréments, de compromis, d'accords pour, comme on dit, du droit souple, pour essayer de mettre en œuvre une bonne volonté de ces GAFAM. Mais je crois que quand même, la bonne volonté, c'est une chose, mais il faut aussi à un moment donné, vraiment, il y a trop de mauvaise volonté. Je pense qu'il est utile qu'on puisse avoir une procédure. C'est la raison pour laquelle avoir un interlocuteur juridiquement valable nous semble tout à fait important. Parce que du coup, jusqu'ici, elle n'est pas vraiment applicable en ce qui concerne les GAFAM. Enfin, c'est compliqué. C'est-à-dire que la loi a permis d'avoir déjà un interlocuteur référent. D'avoir quelqu'un, si vous voulez, à qui vous pouvez déjà envoyer votre protestation ou votre assignation. Parce qu'avant, il fallait aller aux États-Unis, dans la Silicon Valley, et par conséquent, ça avait toutes les chances de ne jamais aboutir. Alors que là, chacune de ces grosses structures aura l'obligation d'avoir une sorte de responsable juridique en France. Ça, c'est déjà un point. Ensuite, ils ont mis sur pied un référé qui permet de se plaindre sous 48 heures des propos ou de la fausse rumeur qui est propagée. Mais c'est vrai, les uns et les autres, on sait très bien que 48 heures ou 3 jours en la matière, c'est très long. C'est très long. Donc, c'est la raison pour laquelle la nouvelle proposition de loi qui est en train d'être aujourd'hui concoctée sur les discours de haine
essaye de prévoir, là encore, des réactions beaucoup plus rapides et surtout essaye de responsabiliser les plateformes. Parce que jusque-là, les plateformes, les GAFAM, là, disaient « nous, on n'y est pour rien, on est simplement le tuyau par lequel ça passe, mais ce n'est pas notre faute ». Alors que là, la nouvelle loi qui est en préparation consistera à dire « si ça se répand, c'est quand même parce que vous êtes là ». Et par conséquent, le vecteur qui le permet. Quoi. Voilà, si on vous dit que ça, c'est un propos, par exemple, de haine ou raciste, vous avez l'obligation de l'enlever sous 24 heures. Sinon, c'est vous qui allez avoir des amendes. Et cette fois, c'est des amendes qui vont être tout à fait considérables. Donc, avec l'espoir que cette procédure-là permettra d'obliger les GAFAM à bouger davantage que maintenant, parce que pour maintenant, il y a une forme d'irresponsabilité qui font qu'il ne se passe rien. Ce qui est totalement hypocrite, parce que quand il s'agit de faire disparaître un téton féminin, toujours, parce que masculin, ça passe, de leur plateforme, ils y arrivent. Donc techniquement, c'est qu'il y a une possibilité. Donc c'est vraiment une mauvaise volonté, comme vous le dites. Absolument, tout à fait. Je pense que là, pour l'instant, tout ce qui est discours, diffamation, propos haineux, propos racistes, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de sensibilisation des plateformes. Donc il est très important parce que ce n'est pas seulement pour les propos, on dit liberté d'expression, mais nous sommes justement un pays où on ne peut pas proférer des propos racistes comme ça. Non, c'est illégal. Par conséquent, dans un journal, ça serait illégal. Pourquoi sur les plateformes, pourquoi sur Facebook, pourquoi sur les réseaux sociaux, c'est devenu possible. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à transposer sur les technologies nouvelles la réglementation que nous avons d'ores et déjà pour les journaux. On voit le rôle que jouent les réseaux sociaux numériques sur ces questions. C'est-à-dire qu'il est faux de penser que les réseaux sociaux numériques sont à l'origine des rumeurs, des fake news, de la propagande, etc. Ça, même si certains le soutiennent, mais c'est totalement faux. Par contre, ils ont un impact dans la prolifération et dans la diffusion. Les fake news ou les rumeurs qu'on évoque depuis tout à l'heure, ils ont tout le temps existé. À chaque moment de guerre, si on revient même au 19e, même au 18e siècle, il y avait des rumeurs, il y avait de la propagande, il y avait des fake news telles qu'on les définirait aujourd'hui. Simplement, leur impact était complètement différent. Aujourd'hui, en quelques instants, en quelques secondes, n'importe qui, de n'importe où, peut diffuser ou peut relayer une information. Au début de l'émission, on a évoqué ceux qui étaient à l'origine des fake news, c'est-à-dire ceux qui voulaient vraiment manipuler. Mais il faut aussi prendre en compte tous ceux qui vont les diffuser, qui vont les retweeter, les liker. Recevoir comme argent comptant en disant que exactement. Comme une information... Exactement, et sans faire preuve d'esprit critique, c'est-à-dire sans faire un premier filtre. Le fait que soi-même, on ne rediffuse pas une information, c'est déjà agir. Et donc, cette nécessité-là de travailler avec ou sur ou contre, je ne sais pas, les GAFAM, c'est bien parce qu'ils démultiplient les effets des fake news, des rumeurs et des thèses complotistes. C'est vrai que les fake news, en préparant l'émission, j'avais, alors vous l'avez peut-être déjà cité, la citation d'Erasme qui disait que l'esprit de l'homme est ainsi fait que le mensonge a 100 fois plus de prise sur lui que la vérité. Alors est-ce que justement les fake news, ce n'est pas des choses faciles à comprendre, faciles sans recul, sans analyse, et donc peut-être plus facile à redistribuer dans ces réseaux qu'une vraie information? Je crois qu'effectivement, il est établi que les fake news, les propos erronés, eh bien, ça circule beaucoup plus vite sur les réseaux sociaux que les informations qui sont vérifiées. Et c'est vrai que ça pose un défi redoutable parce qu'une grande partie du travail des journalistes était précisément d'analyser les sources, de vérifier les sources pour ne pas répandre des propos erronés. Alors que maintenant, sur les réseaux sociaux, toute personne est un journaliste en herbe. Et par conséquent, toute personne diffuse des informations. Et souvent, plus c'est spectaculaire, donc plus c'est erroné, et plus ça se répand. C'est ça qu'on a vu dans la campagne de Donald Trump, où les sites qui racontaient un peu n'importe quoi avaient énormément d'audience et donc créaient avec la publicité énormément de revenus aussi publicitaires, parce que derrière les fake news, il y a aussi une économie de la fake news quand même. Tout à fait. Maëlys. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. En fait, souvent, les fake news surfent sur le côté émotif de l'information. Donc, une information qui va être très forte en émotion, soit parce qu'elle paraît improbable, mais si on le dit, c'est que c'est vrai, puisque sinon, on ne le dirait pas. Et sur quelque chose qui va nous toucher au plus profond de soi. Alors, ça dépend. On a des cibles. C'est-à-dire que, notamment, je pense à cette image qu'on avait utilisée en disant que c'était des femmes qui attendaient devant la caisse d'allocation familiale, qui étaient voilées et qu'il y avait un nombre énorme. Alors déjà, la photo était complètement truquée parce qu'il n'y avait pas autant de monde. Et de deux, c'était pas du tout devant la cage, c'était devant, je crois, une mosquée en Angleterre, enfin, un endroit qui était complètement faux. Et ça a réveillé une émotion chez certains.
Et donc c'est pour ça qu'en fait on la diffuse. On la diffuse parce qu'on s'est senti touché dans ses valeurs propres. Et effectivement, et je voulais revenir aussi sur le côté pervers qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et sur la modération de ça. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour agir avant qu'elle sorte. Parce qu'une fois qu'elle est sortie, on a deux solutions. C'est donc soit dire ce n'est pas vrai, et là on sait que ça ne fonctionne pas vraiment, ça va fonctionner peut-être sur 15% de la population qui va dire ah ben si des journalistes ont dit que c'était faux, c'est que l'information est fausse, mais le reste, il y a une défiance médiatique aussi. En ce moment on est un peu dans une crise médiatique où on dit que voilà, les médias sont peut-être un peu corrompus, que les journalistes ont des intérêts particuliers, donc il y a ce côté défiance qui fait qu'on ne va pas croire. Et il y a aussi ce qu'on appelle, donc, en communication, on se base beaucoup sur la psychologie sociale et sur les effets de groupe, sur l'effet Streisand. Oui, voilà, c'était ma question. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre l'effet Streisand aujourd'hui ? C'est très compliqué de lutter sur l'effet Streisand, surtout quand on a un petit peu de théorie du complot derrière, parce qu'on se dit non seulement que si on... Alors, le principe de l'effet Streisand, c'est ça provoque de la rareté, puisqu'on a supprimé... Donc, l'information est chère, puisqu'elle est rare, alors même si elle est fausse, en fait. On se et donc, elle est intéressante. Donc elle est intéressante puisqu'elle est chère. Et il y a aussi le côté, si on l'a supprimée, c'est que ça dérange. Alors que ça dérange juste parce que c'est faux, c'est pas forcément ça dérange parce que c'est un complot. Mais la mécanique psychologique de ce retrait de l'information, effectivement, est très, très vicieux. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé la solution qui permet d'enrayer ce phénomène, à part d'empêcher la publication a priori. Oui, c'est vrai que parler d'émotion, c'est vrai qu'on peut partir d'un exemple récent. C'est vrai qu'il y avait, suite à la manifestation des Gilets jaunes, cette image de Gilets jaunes qui rentraient dans un hôpital, et tout de suite il y a eu un fantasme en disant ouais, les Gilets jaunes ils rentrent dans un hôpital, il y avait des gens qui étaient en train de travailler, ils ont voulu forcer la porte, et en fait on se rendu compte, il y a eu une réaction tout de suite en disant qui condamnait ce qui s'était passé, et on se rend compte, c'est vrai que quand le temps long, de déconstruire en expliquant que non, c'était suite à une charge de CRS qu'ils s'étaient réfugiés dans la cour de l'hôpital. Et c'est vrai que le temps long et la diffusion de l'information nous permet très rarement de pouvoir stopper tout de suite net. Et même quand on essaye de stopper tout de suite net, on sent bien que la construction intellectuelle est beaucoup plus compliquée que la fake news qui est très simple en disant il y a des gilets jaunes qui ont attaqué un hôpital. Quoi. Mais c'était plus qu'un fantasme, puisque le ministre a fait un tweet en disant que c'était qu'une attaque, que c'était... voilà, alors que ce n'en était pas une. Donc un ministre tweet quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai... Oui. Là, c'était irresponsable de sa part, parce qu'il n'avait pas pris la lenteur qui s'impose en tant que ministre de vérifier que l'information est vraie. Et il faut absolument, quand on a cette parole publique et cette autorité, l'autorité qu'on représente quand on est quand même ministre de l'Intérieur, d'être sûr de ce qu'on va dire. On ne peut pas réagir à chaud. C'est pas parce qu'on est humain, c'est un humain, Christophe Castaner. Il a pu croire quelque chose que justement cette émotion lui a provoqué, mais en tant que ministre, il a le devoir de s'assurer des informations qui... C'est vrai que c'est une maladie un peu qui est portée par les réseaux sociaux, parce que maintenant, il faut que ça aille vite. Il fut un temps où on essayait d'avoir une information qui était vérifiée, mais ça prend du temps. Alors que là, maintenant, il faut que chacun soit le premier à sortir l'information. Et par conséquent, on n'arrête pas de répéter ou de bombarder les gens d'informations qui ne sont pas vérifiées. Et il me semble qu'il y a une sorte d'inversion de ce qui était auparavant la déontologie des journalistes et même des hommes politiques. Ils n'allaient pas prendre la parole sur quelque chose qui n'était pas avéré. Alors que maintenant, comme il faut être le premier à parler, forcément, personne ne vérifie. Et ça fait des paroles qui n'ont pas de substrat. Et, du coup, on voit bien, ça revient à notre interrogation du départ sur la définition même des fake news. Parce que si je reprends l'exemple ici de l'hôpital, lorsqu'on a vu les premières images, en fait, quand certains ont tweeté, ou je mets du côté les ministres, etc., qui ont une parole publique, mais quand de simples citoyens ou n'importe qui, en voyant les images de bonne foi, on dit mais les gilets jaunes sont en train d'envahir, etc., ce n'était pas une fake news. C'était l'interprétation qu'on se faisait de l'information à partir des éléments qu'on avait. Ça devient fake news réellement à partir du moment où, ici, quelqu'un qui représente l'État, qui représente une autorité, qui est censé avoir un degré d'analyse, qui est censé avoir eu des informations supplémentaires, en arrive à condamner quelque chose et à mentir visiblement là directement. Et du coup, on parlait d'éducation tout à l'heure, des enfants, mais est-ce que vous pensez que les ministres, par exemple, ou les gens qui deviennent ministres ou qui ont des postes de pouvoir devraient avoir une petite formation à ce genre de choses? Je pense qu'on devrait tous avoir une formation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ça va plus vite qu'auparavant. Parce que vous avez donc les textes de fake news qui sont arrangés de manière telle qu'on a l'impression que c'est vrai et c'est faux, mais vous avez aussi les images. Nous sommes devenus une société où l'image compte beaucoup.
Or, on se rend compte qu'on peut trafiquer les images Si on comme n'a on trafique les pas le informations. contexte autour de l'image, c'est vrai que... Ben voilà, parce que là, effectivement, sur l'hôpital, il est clair que les gens sont rentrés en force dans l'hôpital. Bon, pourquoi ils l'ont fait? Après, il faut prendre le temps d'analyser et de décrypter. Et c'est sûr que je crois me souvenir qu'il y a eu des soignants qui sont venus dire n'entrez pas là parce que c'est la réa. Donc ça c'était vrai, mais c'est l'interprétation ensuite qui a été fausse. Et c'est vrai qu'on a de surcroît des images, comme vous l'avez dit, que ce sont des montages. Et tout ça, maintenant, il y a une espèce de trafic autour de l'information qui demande beaucoup de vigilance. Et c'est vrai qu'il faut que les enfants, les jeunes, mais aussi les personnes plus en responsabilité, se rendent compte que ce qui semble évident, parce que c'est une image, peut très bien être un montage. Et tout ça, c'est une information. Alors c'est pour ça aussi, d'ailleurs, dans la loi, ils ont rajouté cette partie sur l'éducation aux médias. Parce qu'il faut que dès le plus jeune âge, les enfants comprennent que ce n'est pas parce qu'on voit ça à l'écran que c'est forcément vrai. Maëlys excusez-moi. Oui, je voulais aussi dire, il y a une sensibilisation à faire très forte justement sur ces images, parce que, et on vous le dira, moi qui fais des études de communication, on fait dire ce qu'on veut aux images. Si on a une mauvaise intention, on peut interpréter une image absolument n'importe comment. Il y a l'histoire du cadrage, il y a l'histoire, alors plus quand on va la retoucher pour qu'elle soit manipulée, là c'est vraiment, on est au comble de la mauvaise intention, mais simplement une image mal cadrée ou une image, et il y a le même phénomène qu'avec les titres d'articles qui parfois sont pas entièrement vrais ou sont présentés d'un certain angle, et quand on lit le reste de l'article on comprend. Il y a aussi se dire voilà, regardez, il y a telle vidéo qui le prouve, et dire mais s'il y a une vidéo c'est bon, et en fait on la regarde pas, ou alors mais oui, mais on voit pas bien sur la vidéo, mais vu qu'il a dit que c'était comme ça, c'est que ça doit être il y a un gros travail d'esprit critique à faire, se dire voilà, savoir un peu même de la zététique, aller jusque là, vraiment tout analyser. Si on n'a pas toutes les infos qui permettent d'affirmer quelque chose, il ne faut pas justement rentrer dans ce dire, ou alors rester sur ça ressemble à, mais c'est à vérifier, mais souvent, pour aller plus vite, conditionnel, quoi. C'est ça, alors qu'on n'a pas tous les éléments. Alors, sur le chat de Rose Combat TV, on a Paul Fouaché, qui nous dit que les écoles Sciences Po montrent leur intérêt pour le sujet. C'est une première formation pour les futurs dirigeants. En effet, c'est vrai que ça peut commencer dès là. Merci Paul Fouache de son intervention sur le chat de Rose Combat TV. N'hésitez pas, vous êtes plusieurs à suivre, vous êtes nombreux même à suivre le direct sur Rose Combat TV. N'hésitez pas à réagir. Et Tézéniel qui nous dit bonjour, bonjour à lui. Bonjour. Voilà, bonjour Tézéniel. Donc, justement, je me demande si on n'est pas victime du fonctionnement de notre propre cerveau. Parce qu'effectivement, comme vous disiez Maëlys tout à l'heure, on est pris par l'émotion et souvent on a envie de réagir à chaud sur une émotion, alors que bien souvent il faudrait mieux réagir à froid pour analyser le plus objectivement possible, rationnellement, sur ce qui vient de passer, et pas forcément retweeter, partager, commenter. Voilà. Est-ce qu'en sciences cognitives, c'est quelque chose sur lequel on travaille? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez une explication de comment notre cerveau fonctionne qui pourrait expliquer cette folie des fake news et pourquoi ça a autant de succès auprès d'Homo sapiens? Alors, juste parce que ça va exactement sur ce qui vient d'être dit, il y avait Yasmine Eddy qui disait le temps de l'information est beaucoup plus rapide que le temps d'une enquête ou de vérification, et le temps de la décision et de l'action politique est encore plus long. Donc Yasmine Eddy, voilà, c'est complémentaire à ce qui vient d'être dit. Oui, alors peut-être de manière très générale comme ça, dire comment fonctionne le cerveau et pourquoi on se trompe, c'est un peu trop large. Mais, oui, je vous l'accorde. Mais il y a plein d'éléments effectivement qui sont étudiés en psychologie cognitive et d'autres en psychologie sociale. Ça, c'est pour Sylvain. Pour expliquer pourquoi on a tendance comme ça à croire tout ce qui arrive et à se reposer sur ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des méthodes un peu rapides, des sortes de court-circuits logiques, et de se fier à certains indices. Par exemple, la personne qui parle, si c'est quelqu'un qu'on connaît, ce qu'il dit doit être vrai. Voilà. Si c'est quelqu'un de réputé, ce qu'il dit doit être vrai. Voilà. Et alors souvent, ce qu'on dit en psychologie cognitive, c'est qu'on a deux systèmes de pensée, un qui est très rapide, mais pas très efficace, qu'on appelle parfois le système 1, mais on pourrait dire juste l'intuition. Et alors ça, c'est bien parce que ça va très vite, c'est pas fatigant, et ça permet de décider en une demi-seconde si une information est vraie ou fausse, sauf que ça ne marche pas à tous les coups. Et alors surtout, ça se trompe très souvent si l'information est faite exprès pour tromper le système, évidemment. Et puis il y a un autre système qu'on va appeler système 2, ou peut-être le raisonnement ou l'esprit critique, si on veut.
qui est l'analyse, disons. Alors ça c'est coûteux, ça prend du temps. Donc on n'arrête pas de parler du temps, c'est très important. Il faut aller lentement, il faut vérifier l'information, ça suppose de faire plein de choses. Et parce que c'est coûteux, on ne peut pas faire ça tout le temps. Quand vous dites coûteux, c'est coûteux en temps et en énergie, c'est ça ? En temps, et oui, alors ça demande un effort mental déjà, et puis en temps aussi, évidemment. Donc, par exemple, on voit arriver une information d'une source fiable. On peut faire quoi ? On peut dire, puisque c'est Le Monde qui le lit, c'est vrai, je partage, ou alors on peut dire, je vais chercher s'il y a eu la même information sur un autre média par un canal indépendant de celui-ci, pour voir, ce serait une confirmation externe, ce serait beaucoup mieux, mais ça prend du temps. Et alors quand on voit défiler les tweets comme ça, ou les informations sur Facebook, on n'a pas le temps de faire ça pour chaque information. Donc la bonne méthode, si on n'a pas le temps de le faire, ce serait de dire, puisque c'est comme ça, je partage rien, mais là, ce n'est pas très valorisant socialement, parce que du coup, personne ne va liker ce qu'on aurait pu retweeter, et donc on n'a pas envie. On a quand même envie de partager des choses, on n'a pas le temps de le vérifier, et voilà comment on se fait piéger un petit peu. Le système 1, donc, on est amené à l'utiliser, c'est-à-dire l'intuition rapide, on est amené à l'utiliser à cause de cette histoire de rapidité. En général, il marche bien dans le vrai monde. Mais dans le cas des fake news, du coup je vais revenir un tout petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas qu'une information fausse en soi sera plus facilement crue et partagée. C'est juste que les informations qui marchent, il y a un certain type d'information qui fonctionne, et quand on veut inventer une fausse information, on a le choix. Voilà, par exemple, s'il se trouve que Macron est hétérosexuel, ben c'est juste un fait, on n'a pas le choix. Si on veut dire quelque chose de vrai, on va dire ça. Par contre, dans les autres possibilités, il y en a plein. Donc on peut choisir la plus croustillante, celle qui sera le plus facilement partagée parmi toutes les autres possibilités. Et donc je pense que les possibles parmi les fausses nouvelles est très grand, l'ensemble des possibles, et à cause de ça, dedans, il y a des choses qui vont très bien piéger l'esprit humain, et c'est ça qui est utilisé dans les fake news. Ce n'est pas juste des informations fausses. Si je dis que le prénom du président a changé, que maintenant c'est Jean-Paul, je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de gens. C'est pas si croustillant. Voilà. Mais parmi toutes les choses fausses, il y en a qui sont vraiment très, très vendeuses, disons, voilà, qui vont faire le buzz. C'est celles-ci qui sont choisies, celles-ci qu'on voit en tout cas. Et comme elles sont créées exprès ou sélectionnées parmi la masse des fausses informations, parce qu'elles piègent le système 1, du coup elles ont une visibilité incroyable après sur les réseaux sociaux. Au-delà du contenu des fake news et au-delà du rôle que va avoir le cerveau, il y a également, ça c'est mon petit côté psychologue social, chacun essaye de tirer la couverture de son côté, il y a également le rôle... C'est complémentaire. Voilà. C'est complémentaire, tout à fait. Le rôle que va jouer l'appartenance groupale, oui, les identités sociales, parce qu'on voit que dans cette étendue des possibles qu'évoquait Nicolas tout à l'heure, ce qui est lié à l'identité de mon groupe, à mes valeurs, à ce que je partage, eh bien, va avoir beaucoup plus d'impact, va fonctionner beaucoup mieux. Donc il y a à la fois des questions d'ordre cognitif, de processus cognitif, des questions effectivement de est-ce que ça va être plus ou moins croustillant, plus ou moins sexy, plus ou moins, et en même temps ça va être lié à des questions d'identité sociale, d'identité de groupe. On l'évoquait tout à l'heure, mais la fake news, souvent c'est celle des autres. Personne dans mon groupe ne va diffuser de fake news. Par contre, dans l'autre groupe, c'est eux qui sont les fake news. Rappelez-vous, on a tous en tête ces images de Donald Trump, pour faire une autre politique, de Donald Trump qui, au New York Times ou Herald Tribune, dit « mais vous êtes, fake news, c'est vous qui êtes les fake news ». Ça paraît presque amusant, vu d'ici, d'entendre ça. Mais pourtant, on est bien dans un fonctionnement de groupe. Je considère que les autres diffusent des croyances, quand moi, ce sont des connaissances. Maëlys ? J'ai du coup une question, je ne sais pas lequel de vous deux est le plus à même de répondre, ou les deux, mais il me semble qu'il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation aussi. Quand on a envie de croire une information, elle nous paraît beaucoup plus vraie quand on nous le dit. Par exemple, si on a envie de croire que Hillary Clinton veut s'attaquer aux armes, il suffit que quelqu'un nous dise « Ah bah tiens, c'est vrai, elle veut s'attaquer aux armes », on va dire « Bah voilà, je l'avais bien dit ». Et est-ce que c'est aussi quelque chose qui amplifie ce phénomène des fake news ? Alors, on peut répondre, je pense, tous les deux, et on peut compléter. Le biais de confirmation, c'est la tendance que l'on va avoir de chercher les informations qui confirment nos hypothèses. Donc je vais aller demander, je vais aller regarder sur Internet, je vais interroger des gens qui vont me dire ce que j'ai envie d'entendre, en fait. Je ne sais pas si tu veux donner une autre définition. Oui, c'est exactement ça. Du coup, on peut répondre tous les deux, parce qu'il y a un aspect social dans le fait qu'on choisit des groupes
par des similitudes d'opinion, par exemple, et que du coup on se retrouve entouré de gens qui pensent comme nous, ça peut rentrer dans le biais de confirmation. C'est ce qu'on appelle par exemple sur Internet ou sur les réseaux sociaux numériques les bulles de filtre. Le fait qu'on va s'entourer que de gens qui sont similaires à nous et qui fait qu'on va être enfermé dans une espèce de vision du monde. Notamment amplifié récemment par les modifications des algorithmes, en fait, notamment de Facebook, qui fait qu'on voit de plus en plus les gens qui nous ressemblent et nos proches, et donc au final on est alimenté dans quelque chose qu'on construit autour de nous. Ah oui, il y a cet effet-là en plus qui vient renforcer encore le biais de confirmation. Et puis il y a des aspects plus cognitifs, comme le fait qu'on se souvient mieux des informations qui vont confirmer nos hypothèses. Donc ça, c'est un aspect de la mémoire. Et puis quand on cherche des informations après même sur Google ou YouTube quand on est plus jeune, puisqu'il paraît que maintenant on cherche plus sur Google, on a tendance à mettre des requêtes simplement qui vont dans le sens de ce qu'on pense. Donc si on pense qu'un produit est dangereux, aluminium, on va mettre aluminium danger, plutôt que aluminium et santé ou quelque chose comme ça d'un peu plus neutre. Assez souvent, c'est orienté dans le sens de ce qu'on pense. Et les vidéos qui seront suggérées sur ce type de plateforme seront des vidéos qui seront suggérées par rapport à notre première recherche. Donc on sera totalement dans le biais de confirmation. Si on commence, voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Si on commence à cliquer sur une vidéo suggérée, puis sur une deuxième, puis sur une troisième, on est sûr de n'avoir que des éléments qui confirmeront la première recherche. J'ai une question un petit peu naïve sans doute. Est-ce que vous, les hommes et femmes politiques, vous travaillez avec des scientifiques quand vous élaborez des textes de loi, justement pour connaître un petit peu tous les tenants et les aboutissants d'un sujet? Normalement, pour des sujets comme ceux-là qui sont des sujets nouveaux, donc il est clair qu'on est amené à se documenter. Par exemple, hier, j'ai assisté à une conférence sur l'intelligence artificielle. Parce que pour pouvoir réglementer tous ces domaines auxquels on ne comprend pas grand-chose, c'est vrai qu'il faut quand même voir un peu ce qu'en disent les scientifiques ou les gens qui connaissent le sujet. Et je crois que c'est d'ailleurs une des grandes difficultés pour réglementer tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est qu'il faut déjà essayer de comprendre comment ça fonctionne. Or, un homme politique moyen, une femme politique moyenne, finalement, n'est pas forcément un expert de la question. Absolument. Alors, heureusement, il y a un certain nombre d'experts qui fournissent, et dans toute loi, normalement, il y a ce qu'on appelle une étude d'impact. Donc l'étude d'impact doit se fonder sur justement des rapports, des sachants qui peuvent vous dire telle ou telle difficulté et voilà l'incidence de ce que vous allez faire. Et je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les uns et les autres, on est amenés à suivre d'assez près, à essayer de comprendre comment fonctionnent les algorithmes, ce genre de choses, parce que sinon, on est en train de réglementer des choses dans lesquelles on est des béotiens, on n'y connaît pas grand-chose. Et alors, un sujet qui a été un peu réglementé aussi sur les fake news, et dans lequel, je pense, nous parlons de choses que nous connaissons vraiment pas beaucoup, c'est le fait qu'il y aurait eu, par exemple, des attaques, mettons, de la Russie contre l'Europe. Bon, alors, si vous voulez, on dit que dans la lutte contre les fake news, on va lutter notamment à ce genre d'attaques massives coordonnées de pays étrangers, mais objectivement, on se dit comment on va définir et déterminer que c'est une attaque massive de tel ou tel pays étranger. Et sur l'Europe, par exemple, aujourd'hui, est-ce que dans l'avalanche de critiques que les uns et les autres font contre l'Europe et les instances européennes, est-ce qu'il y a des choses qui correspondent au vécu des Européens, ou est-ce qu'il y a beaucoup de critiques qui sont susurrées par tel ou tel pays étranger, par la Russie ou je ne sais pas? Ça, en fait, on ne le sait pas du tout. Et par conséquent, on se transforme un petit peu en agent secret, on va lutter contre tel ou tel agent d'une puissance étrangère, alors que très franchement, on y va, on est en grande difficulté, on a du mal à savoir de quoi on parle. Et c'est pour cela que pour pouvoir avancer dans la lutte contre un certain nombre de propos, eh bien, on est obligé de se dire, à la fois, il faut qu'on réglemente, parce que la technique ne doit pas être opposée victorieusement au principe, mais en même temps, il faut aussi être modeste, et c'est la raison pour laquelle, moi, dans les discours de haine, je me dis, on ne va peut-être pas définir si ça vient de la Russie ou d'autre chose, mais commençons par demander à ceux qui les véhiculent de eux-mêmes faire la police. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, depuis qu'il y a des menaces de sanctions, par exemple en Allemagne, les plateformes doivent retirer les propos de haine, sinon elles ont des amendes importantes. Eh bien, ils ont commencé à s'organiser pour faire la police par eux-mêmes. Et moi, je suis étonnée quand ils nous disent
le pourcentage ou le nombre incalculable de discours haineux ou racistes ou homophobes qu'ils enlèvent. Je me dis, on enlève tout ça et il en reste quand même pas mal. Reste tout autant. Donc, la situation est peut-être plus grave qu'on le pensait. Et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'aujourd'hui, donc 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a vu réapparaître à travers Internet et les réseaux sociaux des propos quand même, que les gens n'oseraient plus aujourd'hui tenir en face d'une personne qui est homosexuelle. Tout à fait. Alors, juste quelques petites remarques sur le chat Rose Combat TV. On a Iseniel qui nous met que durant la campagne présidentielle, alors je pense qu'il nous a redonné une autre fake news, et il y a eu la fake news du réseau pédophile de la pizzeria liée à Hillary Clinton, en effet. Il parle aussi de la folie de 4chan en épluchant les mails de campagne leakés. Pardon, juste sur avant ce qu'on appelle le Pizzagate, oui. Ça montre quand même que parfois ces théories qui paraissent complètement farfelues, complètement absurdes, parce que là, l'idée que Hillary Clinton aurait été à la tête d'un réseau pédophile, dans cette pizzeria, ça paraît être du n'importe quoi, mais ça aboutit quand même à ce qu'un homme armé exactement rentre dans cet endroit. C'est-à-dire, ce ne sont pas que des croyances complètement folles ou irrationnelles. Non, ça a des impacts dans la vie réelle et ça peut aller à l'encontre. Et donc il y avait Paul Fouache à nouveau qui disait que les réseaux sociaux peuvent donner l'impression d'être mieux informés alors qu'ils créent une bulle entre une communauté qui se referme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et la diffusion de fake news qui se fait facilement par ces canaux, en effet. Donc merci Paul Fouache et Iseniel pour vos interventions sur le chat de Rose Combat TV. Moi j'avais une question. Alors, je sais qu'on va arriver bientôt au terme de l'émission. Et oui, ça fait une heure qu'on et donc j'avais une question de savoir, mais on l'a dit tout à l'heure sur la question de la définition, alors je ne sais pas si la boucle sera bouclée, mais est-ce qu'on peut considérer que... où est la limite avec des sites parodiques? Par exemple, on parlait de logographie, mais il y en a des nouveaux qui arrivent avec des comptes parodiques qui sortent très, très, très fréquemment. Je sais que certains ministres se battent contre des comptes parodiques, même si c'est bien identifié. Donc, à un moment donné, voilà, comment on arrive à trouver... alors, même si on l'a déjà évoqué, hein, derrière, il y avait la question de l'intention. Il y a une intention pour s'amuser, pour rigoler, et il y a des intentions plus négatives qui veulent détourner les conversations, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais on n'a pas donné les sujets, mais c'est vrai que sur la question des musulmans, sur l'homophobie, sur le racisme, c'est vraiment des sujets sur lesquels ça tilte, comme vous le disiez tout à l'heure, et que ça réagit très rapidement sur les réseaux sociaux. Donc sur le côté parodie, pas parodie, fake news, parodie... Je pense que c'est ça, il y a la volonté sur le site parodique qui est clairement affichée, qui est clairement non pas de mener en erreur la personne qui va le lire, mais de l'amuser, de lui suggérer une situation qui est étrangement, on va dire, probable, mais un petit peu quand même loufoque, qui fait écho à une situation réelle. Effectivement, le Gorafi, d'ailleurs, il y a beaucoup de politiques qui sont tombés dans le panneau en pensant que l'information était vraie du Gorafi. Il y a aussi un phénomène qu'on appelle la gorafisation du monde. C'est-à-dire que tiens donc, c'est la première fois que j'entends celui-là. Quand les titres de presse qui ne sont pas parodiques ressemblent à des titres de presse parodiques. Parce que et maintenant, on est obligé de dire sur les réseaux sociaux, attention, ce n'est pas le Gorafi, même si ça y ressemble, sous-entendu. Et il faut voilà, en général, les sites parodiques signalent de manière très visible que c'est une parodie, vont très loin dans l'humour et ne cherchent pas du tout à mener le lecteur en erreur, alors que effectivement, d'autres sites laissent toujours paraître que c'est vrai. Donc, cette différence, c'est qu'elle va vraiment être notée sur les sites parodiques. C'est un compte parodique, c'est fait pour rire, ce n'est pas la vérité. Les autres, c'est pas marqué. Donc, Je suis tout à fait d'accord et ça montre l'importance de l'esprit critique qu'on évoquait à plusieurs reprises. Il y a quelques années, dans un de mes sujets d'examen à mes étudiants, j'ai mis un article du Gorafi sur le fait que Apple avait demandé le statut de religion aux États-Unis et puis qui expliquait pourquoi Apple devait être considéré comme une religion. Et ils devaient analyser, ils avaient 2 textes à choisir, ils choisissaient l'un ou l'autre et ils devaient l'analyser. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans le piège. J'ai quand même au moins 10% des étudiants qui ont analysé ce texte au premier degré. D'accord. Pourtant, c'était bien spécifié, il y avait le logo, c'était bien précisé la source, tout était bien mis, il n'y avait pas volonté il n'y avait pas ma liste en disant non, je ne vous donne pas les origines. Et... Je ne vais pas jusque-là. Donc, tout était bien avancé. Et puis, il y avait tout le texte du Gorafi, hein, sachant que le Gorafi ou d'autres sites parodiques, souvent, on ne diffuse, on ne transmet que le titre. Voilà. Les gens qui lisent, ils sont peu nombreux. Et là, pourtant, tout était mis. Il y a environ 10% des étudiants qui sont tombés, entre guillemets, dans le piège, qui n'était pas un piège, parce que de bonne foi, je ne pensais même pas que quelqu'un le prendrait au premier degré.
Donc ça montre l'importance de cette rééducation aux sources, de cet esprit critique que chacun et chacune d'entre nous doivent mener. C'est vrai que y compris dans la presse écrite, on a déjà une difficulté à faire le partage entre ce qui est simplement parodie, ce qui est plaisanterie et ce qui est quelque chose d'haineux ou avec des préjugés. Et la difficulté sur l'Internet, c'est qu'on doit faire ça plus rapidement. Mais d'ores et déjà, souvenez-vous même les caricatures sur Charlie Hebdo, eh bien pour eux c'était drôle et il y a d'autres personnes pour qui c'était une insulte. Et donc la jurisprudence a eu un peu l'habitude de faire des partages assez précis entre ces différentes frontières, mais maintenant la difficulté c'est la multiplication. Si vous voulez, tout un chacun est un Charlie Hebdo en puissance. Et par conséquent, si on faisait les choses sérieusement, on aurait une multiplication en fait, de contentieux en permanence pour savoir si c'était simplement une parodie autorisée, une plaisanterie ou une insulte et notamment une diffamation raciale. Et je crois qu'on est simplement à l'orée de cela. C'est la raison pour laquelle les Allemands ils ont choisi la manière la plus finalement efficace, en disant on retire d'abord, on réfléchit après. Mais je crois que vu l'allure à laquelle les choses se répandent sur Internet, je me demande quand même s'ils n'ont pas pris la position qui est la moins mauvaise. Parce que si à chaque fois on prend le temps d'analyser, eh bien, il sera passé 8 et 10 jours et finalement, on aura contribué à diffuser des propos inacceptables. Et comme vous l'avez dit, dans ces propos, ce qui est grave, c'est qu'après le propos, eh bien, on passe à l'acte haineux, on passe à l'agression physique des homosexuels ou des personnes d'une autre religion. Et par conséquent, ça accroît les tensions dans notre société qui n'en a pas besoin. Merci à vous. On va passer sur la toute dernière séquence de conclusion. Donc on est dans la politique, ce n'est pas ça, en direct sur Rose Combat TV. Et donc cette chaîne s'appelle Rose Combat TV. Et donc on va vous laisser la parole pendant une petite minute. Vous allez nous dire, comme c'est une rose, il y a des fleurs et il y a des épines. Et vous allez nous dire si vous avez un coup de cœur ou un coup de griffe sur le sujet ou sur un autre. Donc vous avez une minute à nous dire un coup de cœur, un coup de griffe. Soit c'est sur les questions des fake news ou sur les sujets au numérique en général. Voilà, vous avez une minute pour clore cette belle table ronde autour des fake news et du numérique. Oui, alors là, tout le monde nous regarde. Ça mérite réflexion. Ça mérite une grande réflexion, mais ça peut être lié, je sais pas, sur l'avenir de cette loi. Ça peut être pour l'éducation. Ça peut être, c'est à vous de choisir le thème. Je regarde tout le monde là. Je sens que personne veut se lancer, mais c'est une minute chacun ou c'est 15 secondes. Chacun ça peut être 15 votre secondes. tour. Ça peut être 15 secondes. C'est juste, voilà. On te sent bien, Nicolas. Ouais, Nicolas, il va y aller. Nicolas Gauvry. J'ai un coup de cœur pour une étude sur l'effet des tweets, paru il y a quelques années déjà. Ils ont fait passer des tweets qui racontaient des choses fausses à des participants, et ils ont regardé l'effet que ça avait, pas sur le fait qu'ils y croient ou pas, mais le fait qu'ils pensent que c'est crédible. Et c'est ce qu'ils ont montré, qui est assez effrayant, je trouve, c'est que quand on a vu passer des informations, même un peu farfelues, comme le Pizzagate, ça marche quand même pas avec des choses complètement folles du genre on a découvert que la Terre était un cube parfait, ça marche pas. Mais même des choses un peu folles comme ça marche, hein. Les gens n'y croient pas. Ils ont oui, elle est plate. Attention, les gens faut n'y pas le croient dire parce pas. qu'après ça va alimenter. Mais le fait d'avoir vu passer l'information, ça leur fait quand même réévaluer la crédibilité, donc ça leur paraît moins absurde du fait qu'ils ont vu l'information. Et ce qui est très inquiétant, c'est que ça marche encore quand ils ont oublié l'avoir vu. C'est-à-dire que même s'ils ont l'impression de l'avoir pour la première fois au bout de 2 semaines, parce que c'était dans un flot continu, donc ils n'ont pas souvenir d'avoir déjà vu cette information, mais si on leur demande de noter si c'est crédible ou pas, ça augmente un peu la crédibilité qu'ils lui accordent. Et ça, c'est assez inquiétant. Et du coup, ça fait réfléchir aussi au fait que ça peut être un piège, les sites parodiques. Parce que d'un côté, évidemment, on n'a rien à leur reprocher. Ils annoncent qu'ils font des parodies, donc ils ont le droit de raconter ce qu'ils veulent. Mais quand ça passe très vite et qu'on n'a pas le temps de vérifier que c'est parodique ou qu'on ne se pose même pas la question, ça peut quand même avoir un effet sur les internautes. Ça nous habitue à avoir des choses un peu... Voilà, et ce genre d'études, ça me paraît assez chouette. Donc c'est mon coup de cœur. Maëlys ? Alors moi, j'avais un coup de cœur. Je pensais à 2 chaînes YouTube de vulgarisation, pour faire plaisir aussi. Laurence, je suis neutre, moi, ici. Je pensais à 2 chaînes que j'aime beaucoup et qui cherchent, en fait, d'une part, alors peut-être que vous connaissez Horizon Gull, qui cherche à expliquer donc, des mécanismes de psychologie sociale, qui est plutôt sur le côté marketing et commercial, mais qui parfois parle aussi de ces processus politiques et ces processus d'image.
et à Mister Sam, qui est un youtubeur belge qui est aussi très sur l'esprit critique. Et je trouve que je salue la démarche de ces personnes qui cherchent justement à vulgariser cet esprit critique, à appeler les gens à réfléchir. Alors, ça reste des tranches d'âge qui sont plutôt âgées, à mon avis, comme auditoire sur YouTube, mais la âgé, démarche... je pense que quand tu dis âgé, je me comprends. Voilà, C'est-à-dire que Une vingtaine quand on d'années. dit Ça âgé, dépend de- c'est passé 25 ans sur D'accord, YouTube. oui, donc on est tous un peu âgés. Des adultes, quoi, des adultes. D'accord. Et je trouve que la démarche qui est, on va dire, citoyenne de ce mouvement et de ces personnes qui font ça, c'est quelque chose qui est très important et qui incite à montrer qu'en fait, on est tous capables de réfléchir, on est tous capables d'exercer son esprit critique. Et ça donne un message très positif, je trouve, sur ces sujets. Alors moi, je vais rester sur la thématique de Maëlys, mais par contre, moi, ce sera plutôt une épine. Je vais être moins scientifique, mais plus citoyen. Moi, ce serait plutôt une espèce de coup de gueule contre cette idée que les réseaux sociaux numériques seraient le mal absolu. Alors, c'est pas ce qu'on a dit aujourd'hui, mais parfois, certains soutiennent que les réseaux sociaux numériques seraient le lieu du mal, celui de l'origine des théories du complot, des fake news et des rumeurs. Alors, ça a effectivement un rôle, on l'a évoqué à plusieurs reprises, d'amplificateur, mais les réseaux sociaux numériques sont aussi un outil de libération. On l'a vu dans certains pays où il y a des dictatures. Ça joue un rôle. Il ne faut pas penser qu'avant c'était forcément mieux et que la technologie nous amènerait vers une apocalypse totale. Ou même le mouvement MeToo. On n'est pas obligé de parler de Tout dictature, mais voilà. C'est-à-dire que moi, j'irais un peu aussi un avis un peu mitigé. Je dirais que les réseaux sociaux, Internet, nous ont amené une liberté extraordinaire et ont développé considérablement les possibilités de communication. Mais il me semble qu'il nous appartient, en tout cas à nous législateurs, de trouver les moyens d'encadrer cette liberté de manière à ce que ça n'ait pas des conséquences très négatives pour les uns et les autres. Et c'est vrai qu'on doit adapter notre législation à cette formidable révolution technologique. Mais si on ne le fait pas, je pense que ça pourra être aussi quelque chose de très triste ou de très dangereux pour une partie de nos concitoyens. Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre et c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Tout à fait. Merci. Merci pour cette table ronde. J'avais une dernière citation de Bertrand Russell qui dit que l'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes. Voilà. Je n'ai pas réussi à la placer dans le débat, mais je trouvais que c'était une conclusion, c'était pas mal. On avait beaucoup de doutes, nous en tout cas, autour de cette table. Et justement, si je peux me permettre de renvoyer vers 4 contenus culturels, si vous voulez aller plus loin ou creuser un peu le sujet, justement on parle d'idiots. Hier, donc le jeudi 16 mai, sur France Culture, une émission de la méthode scientifique a justement traité du thème de l'idiocratie, avec Nicolas Gauvry, entre autres, en invité. Donc c'était très intéressant à écouter. Il y a aussi un documentaire sur les gens qui croient que la Terre est plate sur Netflix, qui est édifiant, mais très intéressant aussi. Je conseille à toutes et tous la lecture du livre La démocratie des crédules de Gérald Brenner. Je pense qu'il devrait être obligatoire dans les écoles de journalisme, enfin à quiconque utilise Internet en fait. Voilà. Et pour finir, une très jolie chanson d'Yves Duteil qui s'appelle La rumeur et qui a une très très jolie définition de ce qu'est une rumeur, je trouve. C'est très beau contenu, une belle conclusion en tout cas pour cette émission. La politique, ce n'est pas sale. C'était le deuxième numéro. Vous êtes, on est encore dans les plâtres, mais voilà, on avance. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, à tous ceux qui ont réagi sur le chat. Ça fait toujours plaisir de pouvoir interagir comme ça avec des gens qui nous écoutent et qui participent. On est sur ce deuxième numéro. Il y en aura d'autres, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne Rose Combat TV sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Sur tous les médias. Restez aussi connectés parce qu'en fait, dans quelques minutes, quelques heures, peut-être vers 19h, 19h30, on reprendra l'antenne pour commenter le meeting Envie d'Europe de Raphaël Glucksmann. Donc voilà, on viendra avec Maëlys qui est là. On restera en plateau pour vous commenter ce grand moment politique dans le cadre des élections européennes qui ont lieu le 26 mai prochain, je le redis. On le redira tout à l'heure. Un seul tour, un seul jour, donc il faut y penser. Et on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode de La politique, ce n'est pas sale. À très bientôt. Vite.